Bonjour à tous, Karine Roquet, témoignage de l'au-delà. État de stress post-traumatique et expérience de mort imminente ou NDE. Pourquoi dans certains cas est-ce si difficile de s'en souvenir? Pourquoi le souvenir est bloqué pour certaines personnes? C'est mon cas. Pourquoi les enfants s'en souviennent peut-être plus facilement, d'après ce que dit le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Donc nous allons voir ensemble dans cette vidéo que le stress y est pour beaucoup de choses, à quel niveau et comment ça se passe. Cette vidéo est dédiée au personnel hospitalier et aussi aux familles, donc en fait à tout le monde et puis aux expérienceurs aussi qui ont vécu un coma, qui ont peut-être la sensation d'avoir vécu quelque chose de particulier mais qui ne s'en souviennent pas. Et ça me tient très à cœur de partager ce thème-là. Quand mon âme était dans l'au-delà, quand ma conscience a fait le choix de revenir dans ma vie, dans mon corps, puisque c'était réellement un choix, ça a été un moment à la fois plein de joie pour mon âme, mais à la fois un moment douloureux, parce que et là je remercie vraiment le courage de mon âme d'avoir fait ce choix douloureux de quitter un univers où on est multisens, où on a plein de sens, où on a accès à tout, on baigne dans l'amour, inconditionnel et de quitter ce monde merveilleux dans lequel, j'aurais certainement souhaité rester parce que j'ai des passages en fait de nostalgie de l'au-delà et donc je remercie énormément je célèbre le courage de mon âme, d'être revenue dans ces circonstances et d'avoir fait le choix de lutter contre ce stress et de combattre ce stress, dans lequel, mes énergies et mon corps étaient au retour, en tout cas au service réanimation à l'hôpital. Et dans ce moment particulier où mon âme a choisi de redescendre, en fait, de revenir par le sommet de ma tête et de revenir dans mon corps, c'était une chute accélérée comme si j'étais dans un avion, voilà, je saute à 4000 mètres d'altitude et j'avance à 10 000 km/h et poum, ce sont les extrémités de mon corps qui m'ont arrêtée. Là, ça a été vraiment le retour était très, très violent et je suis sortie du coma, mais poum! Comme ça, comme on se réveille en sursaut qu'on sort d'un cauchemar la nuit et bien je me suis, réveillée en sursaut et là, ça a été vraiment un moment extrêmement douloureux pour mon âme et j'ai toujours voilà, des trémolos dans la voix quand j'en parle parce que je ne sais pas si un jour le fait d'évoquer ce passage-là se calmera parce que ça fait 4 ans que je l'ai, plus de 4 ans et demi que je l'ai vécu et c'est toujours aussi, heu, émouvant pour moi d'en parler et pénible en même temps parce que ça réveille un souvenir à la fois, boum, très, très dur. Donc je suis, voilà, j'ai atterri dans mon corps comme ça et boum et je me suis réveillée, en sursaut et j'étais, intubée. Donc j'avais une terrible envie de respirer, d'inspirer. Je crois que c'est vraiment un mouvement, très naturel et je pouvais pas parce qu'une machine le faisait à ma place. Là, j'ai perdu énormément de ma dignité avec ce qui me restait de conscience dans mon cerveau. Je ne sais pas d'où je viens, je ne sais pas ce qui m'est arrivé et je me réveille brutalement, violemment comme ça à l'hôpital. Une machine respire à ma place et je suis attachée. Mes poignets sont attachés au lit et là, mais mon âme pleurait énormément à l'intérieur de mon corps. C'est vraiment ce sont des souffrances atroces pour une âme de revenir d'aussi loin et de vivre ça, d'être un corps, mais qui je sais même pas si on peut appeler ça encore un corps, tellement je me suis sentie diminuée, tellement j'étais rien, je pouvais même pas respirer moi-même. Donc c'est extrêmement, violent et désolée si je voilà, si je suis toujours aussi émue, j'ai beau m'entraîner, chez moi, et voilà, je pleure tout le temps et
Donc du coup, voilà, c'était très violent pour mon âme et quand j'ai tourné les yeux, j'ai vu qu'une machine, respirait, à ma place et là, c'était tellement violent, j'ai refermé les yeux et j'étais toujours dans cet état bloqué, quoi. J'essaye d'inspirer, j'y arrive pas et là, bon, les infirmières sont arrivées, les infirmières du service réa sont arrivées très rapidement pour, voilà, pour m'extuber et ce moment-là, bah, je m'en souviens peut-être pas spécialement. Tu sais, il y a le parasol qui tourne, un petit vent et donc là, gros stress quand je sors de ce coma. Les infirmières s'agitent autour de moi, font l'extubation et puis là, moi, je me demande: «Mais qu'est-ce que je fous là, quoi?» Les derniers souvenirs que j'avais, c'était je tourne la clé dans ma porte, pour rentrer chez moi puisque j'avais passé la soirée chez ma voisine et il était, minuit, minuit et demi peut-être, je mets la clé dans la porte et je rentre chez moi et c'était le dernier souvenir que j'ai. Je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Donc là, les infirmières se sont agitées autour de moi et tout de suite, il y en a une qui m'explique, violemment: «Mais vous avez fait une tentative de suicide, madame Roquet». Et alors là, je fais: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» J'y croyais pas. Donc voilà, c'est la façon en tout cas dont comment je suis revenue, dans mon corps après ce merveilleux voyage dans l'au-delà. Et donc là maintenant, bah, je vais vous expliquer pourquoi je me suis à ce moment-là où je suis sortie du coma, pourquoi je me suis pas souvenue tout de suite de ce merveilleux voyage dans l'au-delà. Bah, à cause du stress. C'est un mot énorme, mais qui fait toute la différence et qui a bloqué le souvenir et je suis restée en ESPT, état de stress post-traumatique, pendant, plusieurs mois. Ce stress, en tout cas, fait un barrage. Le stress, pour moi, il est à 2 niveaux. Il est au niveau corporel, psychique, tout ce qui concerne, voilà, le cerveau, le corps et à la fois, il est énergétique et en tout cas, ce stress fait un énorme barrage avec cette conscience universelle, celle qui sait tout, en fait, dans laquelle j'étais quand j'étais dans l'au-delà, celle qui est autour de moi, qui revient, en fait, dans mon corps et qui reste, voilà, qui capte encore toutes sortes d'informations dans le champ quantique, dans le champ, énergétique autour de moi et qu'est-ce qui empêche la communication entre ma conscience extraneuronale, comme le dit le docteur, Jean-Jacques Charbonnier, cette conscience intuitive, cette conscience universelle, cette conscience illimitée, cette conscience éternelle, peu importe comment on l'appelle et ça fait barrage en tout cas, elle ne peut pas me délivrer des informations parce qu'il y a le stress, différentes couches de stress qui font barrage. Donc en fait, elle est sur 2 plans cette expression du stress. Elle est d'abord sur un plan corporel. Il y a les, 2 glandes, majeures en fait. Il y a l'amygdale et l'hippocampe, qui entrent dans qui entrent en action dans ces moments-là. L'amygdale gère tout ce voilà, toutes les émotions, donc quand on a peur, moi j'avais eu extrêmement peur et l'hippocampe, bah, qui gère plutôt le souvenir et puis les humeurs. Donc l'état de stress, en tout cas, ça dégage, du cortisol, et puis, bah, ça acidifie énormément le corps. Donc au niveau corporel, au niveau cérébral, eh bien mon corps était dans un piteux état. Donc grâce à cause de ce stress corporel énorme. Donc ça bloque les neurones, ça bloque l'accès en fait aux souvenirs, ça voilà, je ne pouvais pas m'en souvenir. Les médecins, hein, à tout ce personnel hospitalier à qui je m'adresse, aux facs de médecine, à tous ces étudiants en tout cas, aux médecins généralistes, aux psys aussi, tous les psychologues, psychiatres, voilà, j'espère que mon témoignage en tout cas pourra vous aider à aller dans cette voie-là. C'est que déjà au niveau corporel, c'est extrêmement difficile. Ensuite, bah, au niveau énergétique, ça c'est plus ma partie en tant qu'expérienceuses, mais aussi en tant qu'ostéopathe énergétique. Eh bien, quand on vit du stress, même sans parler d'expérience de mort imminente, quand on vit du stress, eh bien, on dégage en fait des ondes électromagnétiques et qui sont à disposition, qui restent en fait autour de notre corps. Et ça fait un barrage aussi par rapport à l'expression de notre conscience extraneuronale, donc à notre champ quantique, le champ d'information. Voilà, vous imaginez dans l'invisible autour de moi toutes ces petites billes d'information qui ne demandent qu'à une chose, c'est à entrer en communication avec moi pour me délivrer leur message
message et pour me délivrer mon histoire, en tout cas de mort imminente et là, bah, ces petites bulles d'information, ces petites billes d'information ne peuvent pas m'atteindre parce que, bah, pareil, ça fait plusieurs couches autour de mon corps, dans tous mes champs énergétiques, donc mon corps émotionnel, mon corps astral, enfin toutes les couches de corps, ça, bah, voilà, ça fait un barrage, en tout cas énergétique et il faut aller, dégager, en fait, supprimer toutes ces, informations électromagnétiques, ces basses fréquences qui font barrage. Donc ça, ce sont les différentes approches, que j'ai eues. J'ai eu différents soins après dans le retour pendant 5 mois, en voilà, après mon expérience de mort imminente, bah, j'ai mis le paquet en fait. J'ai dépensé, beaucoup d'argent dans des séances avec une psychologue qui faisait, aussi des séances d'hypnose, mais avec, un kiné aussi qui faisait, des séances en somato-émotionnel, des séances en énergétique avec un énergéticien, aussi, bah, avec des personnes de ma formation en ostéopathie énergétique. Donc j'ai vraiment et puis mon papa spirituel qui à l'époque venait beaucoup me voir pour, faire tout un travail énergétique avec des cristaux, avec des vibrations, avec des paroles, avec toutes sortes d'outils, pour, bah, voilà, hem transmuter, dégommer, dégager toutes ces ondes électromagnétiques liées à mon stress. D'où vient le stress? Dans mon cas, en fait, le stress, il a eu plusieurs sources et j'en ai ciblé, 4 ou 5. Déjà physiquement, mon stress venait de 4 années vécues avec un pervers narcissique. Je ferai une autre vidéo là-dessus, puisque c'est la première chose qui m'est revenue, en tête, puisque j'ai vécu un enseignement dans l'au-delà par rapport à cette pathologie qui est le pervers narcissique. En tout cas, la victime de pervers narcissique, eh bien, a de gros soucis neuronaux, puisqu'elle vit le décervelage. Pendant 4 ans, j'ai été coupée en fait de ma partie analytique, de mon cerveau analytique, de mon néocortex, à cause de cette emprise, émotionnelle, cette emprise cérébrale que j'ai vécue pendant 4 ans. Donc c'est un véritable lavage de cerveau. Donc j'ai vécu, voilà, 4 années comme ça. J'essayais de m'en sortir, début 2014, mais j'en ai repris une couche en fait, au moment où, quelques jours avant mon agression, je recôtoyais mon agresseur et j'arrivais pas à me sortir de la dépendance affective. Donc voilà, au niveau en tout cas, les 4 années qui ont précédé faisaient en sorte que mon cerveau, quand je suis revenue de l'au-delà, et ben, était, déjà pas mal en compote. Ensuite, un autre gros niveau de stress, c'est l'agression en elle-même. J'ai vécu, comment dire? On a eu une violente altercation, donc le climat violent, dans lequel, j'ai été agressée, bah, amène encore plus de cortisol dans le corps, amène encore plus d'ondes électromagnétiques autour de moi qui sont juste, voilà, très, très, très violentes, donc qui accentuent encore plus ce stress. J'ai été violée, donc là, bah, c'est encore un niveau de stress supérieur. J'ai entendu d'autres témoignages depuis 4 ans de personnes qui ont vécu un viol et qui en fait se sont comme détachés de leur corps. C'est une sorte de décorporation. Moi en tout cas, je l'ai vécu comme ça aussi. C'était assez similaire, par rapport à une décorporation que j'ai vécue à l'âge de 25-26 ans, je crois, où je m'étais vue juste au-dessus de mon lit et je dormais. Et bien là, quand je vivais ce viol, bah, c'était déjà une espèce de décorporation où c'était tellement violent pour moi que ma conscience a décidé de sortir pour pas que je vive encore plus violemment cet épisode, cet acharnement sexuel en tout cas. Donc voilà, ce niveau de stress a été accentué là et puis, bah, il y avait aussi après, bah, toute la seconde partie liée à l'agression, liée au gavage à l'alcool, liée à mes cervicales qui ont été tordues, liée, à l'acide chlorhydrique, qui m'a foutu sous le nez et que j'ai inhalé pendant 1 heure et là, bah, c'est un niveau de stress corporel, voilà, c'est juste une évidence quand on évoque en fait ces thèmes-là. Donc le, hem, le stress en tout cas s'est échelonné,
sur plusieurs, voilà, plusieurs, il y a eu plusieurs couches de stress. Hem Toujours dans le stress, physique et psychique, il y a eu aussi tout ce que j'ai vécu à l'hôpital par rapport à mon corps, l'intubation. C'est pas parce qu'on est dans le coma qu'on ne ressent rien, bien loin de là, on est encore beaucoup plus sensible. Donc il y a eu, tous les secours, des urgentistes, il y a eu l'intubation, il y a eu l'arrivée à l'hôpital, il y a eu, voilà, toute cette mise en place, de mon corps à l'hôpital, cette machine qui respire à ma place, tous ces tests, voilà, toutes ces prises de sang que j'ai eues, pour faire des examens, tout ça, ça rajoute en tout cas un stress, même si le personnel hospitalier, essaye d'être au maximum, dans la douceur, dans la gentillesse, dans la compréhension. Certains ne le sont pas. Moi, j'ai le souvenir d'une infirmière, qui était, plutôt sèche et et rude moi je l'ai enfin en tout cas ça a été, violent pour moi la façon dont elle m'a parlé quand je suis juste sortie du coma. Mais en tout cas voilà, il y a ce stress à l'hôpital. Et puis, il y a eu le stress aussi de mon âme, hein. C'est pas parce qu'on est juste une boule lumineuse qu'on appelle l'âme, qu'on ne vit pas de stress. Mon âme a vécu un très, très gros stress, en tout cas dans cette première étape de mon expérience de mort imminente, qui est celle d'avoir du mal à réaliser que je suis morte. Quand j'étais au plafond et que je regardais mon agresseur, pendant, je pense une bonne heure, maquiller, en tout cas faire le ménage à mon domicile pour, éliminer toute trace d'agression, de violence, voilà, de choses liées à l'agression, tous ces objets en fait qu'il a changés chez moi. Mon âme, vue du plafond, regardait, observait tout ça et ne comprenait pas ce qu'il passait. Je ne savais pas que j'étais morte à ce moment-là. Et à un moment donné, quand il avait tout fini et qu'il est parti, qu'il est sorti par la porte-fenêtre, mon âme a traversé et c'est là que je me suis rendu compte: «Ah mais on peut déplacer, on peut se déplacer en glissant, on peut traverser les murs, les portes-fenêtres, les baies vitrées et on peut traverser la matière» et je l'ai suivi et je me souviens m'être dite: Mais me laisse pas là, me laisse comme ça, enfin moi je t'aime». Je comprenais pas en fait ce qui se passait donc c'était douloureux pour mon âme, d'avoir vécu en tout cas cet abandon, ce qu'il m'a fait et puis ensuite, bien, c'était douloureux en tout cas de réaliser que j'aimais cet homme, j'aimais éperdument cet homme au point de d'y laisser ma vie et je me rendais compte que c'était pas de l'amour en fait pour faire tout ce qu'il venait de faire, même s'il y avait absolument pas de jugement quand j'étais au plafond. Mais en tout cas, je m'adressais à lui en lui disant: «Mais me laisse pas toute seule, me laisse pas comme ça, enfin je t'aime». C'est un petit peu plus tard quand je suis allée plus profondément dans la conscience dans cet épisode que je raconte, dans cette autre vidéo que j'ai compris en fait ce qu'était l'amour et ce que l'amour n'était pas surtout. Et là, voilà, mon âme prenait une grosse claque en tout cas dans cet épisode. L'amour, c'est quoi? Et ce que je vivais avec cet homme-là en tout cas, c'était pas de l'amour. Donc mon âme, elle a pris alors mon âme, cette espèce de boule lumineuse, c'est comme s'il y avait un voile, grisâtre qui venait se mettre en tout cas sur mon âme parce que c'était une douleur, c'était une blessure, c'était une souffrance et quand je suis revenue de l'au-delà, cette souffrance, il a fallu que j'en fasse quelque chose. Et puis, bien, un dernier stress que j'ai vécu, dans mon corps aussi, au niveau de l'âme, de mon âme, c'est quand je suis revenue de l'hôpital, donc dans mon corps, poum, je me réveille en sursaut comme ça et là, c'est cet énorme stress des infirmières qui me disent: «Madame Roquet, vous avez fait une tentative de suicide». Et là, oh mon Dieu, mais j'y croyais absolument pas. Une partie de moi mais j'étais incapable de réfléchir, mon cerveau c'était juste de la compote et j'étais incapable de réfléchir, mais d'un autre côté, mon cœur à moi qui est en lien avec notre âme, mon cœur à moi ne pouvait pas y croire, c'est juste impossible et là, tchoum, j'avais un flash: «Mais non, j'ai jamais fait de tentative de suicide» et là, ça a été un stress énorme parce que c'est les seules informations qu'elles avaient, des pompiers, des urgences, du médecin et de l'infirmière urgentiste et surtout de mon agresseur qui était juste à côté de moi, qui lui a réussi à rentrer à l'hôpital, et à faire passer tous les barrages
Bah, de la famille puisqu'il ne faisait pas partie de ma famille, on n'était pas mariés, c'était pas mon mari, donc seuls mes parents, avaient accès, en tout cas, à la communication avec moi et mon agresseur avait, bien manipulé tout ce petit monde pour faire en sorte que ma famille, qui habitait très loin de chez moi, donne l'autorisation, au à l'hôpital pour que cet homme-là soit à côté de moi. Donc lui, bah, donnait sa version, en tout cas des faits et le personnel hospitalier, quand je suis sortie en tout cas du coma, mon agresseur n'était pas à côté de moi puisque mon frère s'était bien chargé de le faire expulser et d'interdire en tout cas sa venue puisque là, ça aurait encore rajouté une couche de stress, mais incroyable. Si j'étais sortie du coma et qu'il avait été là à mes côtés, non, je crois que là, j'aurais vraiment décidé de mourir parce que ça aurait juste pas été possible. Et en tout cas, c'était sa manipulation. Lui tenait absolument à ce que je sois là, à ce que lui soit là, à mon réveil. Donc voilà, les seules informations que les infirmières avaient pour me restituer mon histoire, hein, je sortais du coma et je ne comprenais pas ce que je faisais là, eh bien, c'est Madame Roquet, vous avez fait une tentative de suicide. Donc voilà, ça rajoutait encore une couche de stress supplémentaire. Essayez d'imaginer, voilà, toutes les couches de stress que je pouvais avoir en moi, au-dessus de moi, autour de moi. Comment ai-je fait pour m'en sortir? Comment j'ai vécu l'état de stress post-traumatique? Comment ça se manifestait chez moi? Eh bien, dès mon retour de l'hôpital, soit 24 heures après mon coma, dès que je suis sortie du coma, et bien, pendant les 5 mois qui ont suivi, bah, j'étais en état d'hypervigilance. Moi, ce que j'appelle hypervigilance, j'ai découvert ça, hein, ces termes-là et puis toute la panoplie de termes médicaux, mais en tout cas, moi, comment je me sentais? Eh bien, je me sentais, j'étais sur le qui-vive. J'étais tout le temps là, en train de me demander, «Est-ce qu'il n'y a pas un danger qui va arriver?» Mais 24 heures sur 24, donc j'avais perdu le sommeil. Et donc du coup, dès qu'il y avait un petit bruit la nuit, poum, je sursautais, je dis: «Oh, qui est là? Qui veut rentrer dans ma maison?» Beh, c'est normal, j'avais vécu une agression, donc le moindre bruit pour moi était, suspect, donc voilà, j'avais peur en permanence, j'avais peur de croiser mon agresseur, dès que j'allais faire des courses, ou dès que mes enfants allaient sortir de la maison pour aller à l'école. Donc du coup, je me suis mise à les emmener, tous les jours à l'école, en voiture pour nous protéger. Je pense que j'ai eu raison, c'était de la prudence, puisque j'avais reçu des menaces aussi donc voilà, j'étais en hypervigilance, je faisais tout le temps attention, qu'est-ce qui va m'arriver? Et j'avais le cerveau en fait qui fonctionnait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, puisque je voulais en plus absolument comprendre ce qui m'était arrivé. Donc du coup, je me posais 3 milliards de questions, donc ça rajoutait du stress. Plein de questions, une hyperactivité, en tout cas, de mon mental, pas une hyperactivité de mon cerveau droit, de mon intuition, qui essayait par petits moments de répit de venir me parler. C'est ça qui était assez, étrange d'ailleurs parce que, je savais que je savais quelque chose. Ça, c'était dès la première seconde que je suis sortie du coma, je savais que je savais quelque chose. Mais quoi? Je savais que j'avais vécu, c'était une certitude, je ne savais absolument pas l'expliquer, mais c'était une certitude que j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire. Mais quoi? Et puis, voilà, cette certitude dans chacune de mes cellules que j'allais deviner quelque chose. Mais quoi? Donc voilà, j'étais en hypervigilance, dans un sentiment d'insécurité permanent. Donc ça rajoutait évidemment encore plus de cortisol. Donc c'est pas surprenant si mes surrénales, les glandes surrénales ont énormément trinqué, si j'ai le foie aussi, mis à part l'alcool que j'avais, le foie, je continuais à me faire de la bile là, comme on dit, donc mon foie était sacrément, détérioré et donc du coup voilà, j'étais en hypervigilance, en hyper insécurité, en questionnement permanent, voilà quoi, et puis ça m'énervait de pas me souvenir. Donc bah, normal puisque dans ces cas-là, le cerveau, bah, c'est juste le reptilien qui marche, le limbique et le néocortex,
en cas de stress sont coupées, justement parce que c'est pas le moment de réfléchir, de se poser les questions. Imaginez, il y a un tigre là dans mon jardin, c'est pas le moment de se dire: «Oh le tigre, il a des jolies couleurs, hein», c'est juste le moment de s'en aller et de sauver sa peau. Donc voilà, c'est ça ce que moi voilà comment j'explique l'état d'hyper-insécurité, d'hypervigilance, bah, c'est être, voilà, c'est le premier cerveau, notre cerveau primitif, celui primaire, celui qui assure notre sécurité, qui est là: «Attention, waouh, fais attention!» Donc voilà, j'étais pendant plusieurs mois, j'étais comme ça et en parallèle, bah, j'avais cette espèce d'intuition. Donc faut dire que j'étais quand même c'était ma deuxième MDE, hein. La première, je l'ai vécue, j'avais 3 ans et demi, 4 ans, je m'étais fracturé le coude. Donc du coup, j'avais quand même une partie en moi intuitive très développée. Donc elle arrivait quand même à se frayer un passage parmi tout ce stress, bah, elle arrivait à se frayer un passage pour me dire: «Mais voilà, c'était un truc inexplicable. Tu as vécu quelque chose d'incroyable, tu vas savoir ta vérité, sois patiente, ça va t'être délivré». Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai pu rentrer chez moi en sortant de l'hôpital. J'ai pu rentrer chez moi non d'ailleurs, dès l'hôpital pour pouvoir sortir, il fallait que je me rhabille. Donc j'ai observé mes vêtements, j'ai demandé: «Mais où sont mes vêtements?» Bah, j'avais que les vêtements du bas, donc on est en été, hein, en août 2014, donc bah, j'avais qu'une culotte et une jupe et le haut, bah, le haut a disparu. Donc on ne sait pas, où sont partis ces vêtements. J'ai ma petite idée, mais bon, j'en parlerai plus tard. Et là, au moment de m'habiller, et ben, je suis là en train de regarder le slip que j'allais mettre. Puis je me posais des questions, mais à la fois mon cerveau était, complètement mais HS. Ils m'ont laissé sortir de l'hôpital, j'avais encore de l'alcool dans le sang, hein, donc j'étais, à la fois dans un traumatisme mais énorme. On venait de me dire que j'avais fait une tentative de suicide, j'arrivais pas à y croire et me voilà à regarder, la culotte que j'allais mettre. Et là je me disais: «C'est pas normal. Il y a un truc qui cloche». Mais je savais pas quoi. Je regardais, mais je savais pas quoi. Donc il y avait à la fois cette, conscience, ce que j'appelle cette hyper-conscience et à la fois cet état de stress post-traumatique, donc hyper-vigilante, hyper-insécurité, des questions qui arrivent, dans tous les sens, mais je n'avais plus aucun sens de pensée, j'arrivais plus à penser dans l'ordre. Il y avait pas d'ordre, c'était le merdier et puis quand on revient de l'au-delà aussi, on vit tellement de trucs en même temps que avoir une pensée, analytique bien avec un cheminement intellectuel, hein, de cause à effet, c'était le merdier total dans ma tête. Donc voilà, ce truc un peu paradoxal d'hypervigilance, d'hyper-insécurité, d'hyper-conscience en même temps. Mais, en tout cas voilà, cet état, ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, voilà, les médecins sauront certainement mieux décrire ce que c'est. Moi, je vous décris ça avec mes mots à moi, mon vécu à moi et je sais que ce stress-là, ce stress post-traumatique, bah, ça crée un état de choc en fait, on est là. Et puis il y avait des jours où j'étais complètement voilà. Merci cet oiseau qui chante en même temps. Donc voilà, j'étais complètement mais, un légume. Donc j'oscillais entre tous ces états et puis j'étais speed en même temps, il fallait que je fasse les choses vite, j'étais speed et puis il y avait des moments où j'étais mais complètement fatiguée, abattue, je dormais pendant une journée entière, et puis, bah, j'avais toutes les émotions en fait des émotions complètement contradictoires. J'arrivais même pas à comprendre mes émotions, pourquoi je pleure, pourquoi je suis énervée, voilà, je comprenais rien. Ça, c'était un état de stress post-traumatique, ça, mais d'une puissance mais, incroyable. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est quand même en 2019, il existe pas mal d'outils pour réduire cet, état de stress post-traumatique. Alors, les solutions. Quand, une personne est dans le coma, hem, eh bien, moi, je dirais qu'il y a plusieurs solutions, possibles, en tout cas pour gérer ce stress, pour faire en sorte que la personne qui va sortir du coma ou que la famille espère que la victime va sortir du coma, bah, moi je donnerais là, j'ai envie de donner, même si je détaille très bien tous ces processus-là, tout le travail que j'ai fait sur moi dans mon livre, et bien je décris tout ce que j'ai fait comme séance, qu'est-ce que ça m'a apporté. Là, je vais pas faire une vidéo de 3 heures,
Mais en tout cas, j'ai envie d'apporter quelques pistes de solutions pour la famille et le personnel hospitalier. Déjà, que le personnel hospitalier soit à l'écoute. Même si de nombreuses personnes sont informées et formées et informées sur le fait que quand on est dans le coma, on entend tout, mais soyez informés aussi que quand on est dans le coma, il y a de très très fortes chances. Pour moi, 100% des comateux ont vécu une expérience de mort imminente. Ça, c'est mon avis à moi, et je pense que voilà, le docteur Jean-Jacques Charbonnier le pense aussi. En tout cas, je ne voudrais pas déformer ses propos, mais pour moi, oui, tout le monde a vécu quelque chose juste d'incroyable pendant le coma. Et en tout cas, que le personnel hospitalier aille éventuellement vers cette possibilité-là en tout cas, et l'attitude la plus douce possible, mais en tout cas la plus informée en amont pour pouvoir éventuellement poser des questions à celui qui a vécu dans le coma, donc le personnel de réanimation, puis tout le personnel aussi hospitalier qui est confronté après une intervention chirurgicale certainement, mais que le personnel en tout cas sache ce que c'est qu'une expérience de mort imminente, quelles sont toutes les phases, la conscience c'est quoi, donc c'est bien de s'informer pour qu'au réveil, pouvoir peut-être poser quelques petites questions doucement à la personne qui sort du coma. Vous avez peut-être euh, vécu quelque chose de particulier, un jour vous aimeriez peut-être en parler, mais en tout cas être à l'écoute, et puis voilà, je dirais poser quelques petites questions. Moi, ça m'aurait fait du bien en tout cas. Voilà, Madame Roquet, vous avez vécu un coma c'est pas rien, c'est pas juste on a les yeux fermés, on est endormi. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de plus doux, de bizarre, de difficile à décrire d'ailleurs, peut-être n'aurez-vous pas les mots, mais en tout cas aider la personne à aller vers cette voie-là, parce qu'une fois rentrée à la maison, ou aller peut-être dans un autre service hospitalier, c'est encore plus difficile d'en parler. C'est absolument impossible d'en parler avec sa famille tout de suite. On va nous dire, mais t'es folle, quoi. Et pour éviter ça, c'est bien si le personnel hospitalier, en tout cas, vous savez très bien qu'on n'est pas fou. Moi, si j'ose faire ces vidéos, c'est que je sais pertinemment que je ne suis pas folle, et j'ai eu la chance d'être encadrée par une psychologue dont le mari a vécu une expérience de mort imminente. Donc elle a les mots, elle a la preuve en tout cas pour accueillir ces propos-là. Et j'ai absolument pas honte d'en parler, et je suis même heureuse d'en parler parce que, évidemment, je ne suis pas folle. De nombreux témoignages circulent sur YouTube, et c'est juste voilà, délicieux. On vit une époque incroyable où la parole se délie. Donc voilà, en tout cas, des petits conseils, des petites pistes pour le personnel hospitalier. Et je suis heureuse, en tout cas, moi, en décembre 2018, d'avoir été interrogée pendant de nombreuses heures par une femme qui fait sa thèse justement sur les conséquences psychologiques d'une expérience de mort imminente. Donc je l'en remercie. Merci Ludivine d'avoir osé me contacter, et qu'on ait pu échanger en tout cas longuement sur ce sujet passionnant. Ensuite, deuxième piste pour la famille, quelles sont les solutions que je propose, quelles sont les suggestions que je propose aux familles vis-à-vis de quelqu'un qui est dans le coma ou qui vient juste de sortir du coma. Non, je dirais dans le coma d'abord. Arrêtez de stresser. C'est peut-être facile à dire pour moi, mais en tout cas, prenez en charge votre stress, vos émotions, parce que vous dégagez des ondes électromagnétiques avec votre stress, et quand vous êtes à côté de quelqu'un qui est dans le coma, vos ondes électromagnétiques polluent. Moi, je sais que les ondes électromagnétiques de mon entourage, de ma mère en l'occurrence, des personnes qui se sont fait du souci pour moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire du souci, c'est touchant en tout cas quand les personnes se font du souci. Moi, quand ma famille s'est fait du souci pour moi, ça m'a fait du bien. Mon père ne s'en est pas fait du tout d'ailleurs, donc ça j'ai bien compris qu'il était aussi un, un joli pervers narcissique aussi. Donc même si aujourd'hui je le dis avec le sourire, à l'époque je ne le disais pas avec le sourire en 2014. Donc voilà, la famille en tout cas,
fabrique des ondes électromagnétiques qui sont pas bonnes, hein, pour celui qui est dans le coma. Ça rajoute encore, ça fait encore un barrage supplémentaire parce que, bah, on a tendance à prendre, on est vulnérable quand on est dans le coma et donc on va se choper, bah, les ondes électromagnétiques certainement d'infirmières qui ont du mal à gérer leur stress et puis, bah, celui de la famille et ben, ça en rajoute encore une couche. Donc moi je l'ai vécu comme ça. Donc, bah, le stress, ça s'apprend, ça se gère. Et c'est bien en fait d'apprendre à gérer ses émotions dans la vie de tous les jours pour au cas où il arrive quelque chose à un membre de notre famille, ben, on soit à même en tout cas d'être le plus zen possible et surtout là, travailler son cœur, garder, le maximum le cœur ouvert et voilà, qui envoie de belles ondes électromagnétiques à celui qui est dans le coma et pour lequel vous vous faites du souci. Envoyez de l'amour, quoi qu'il advienne, en tout cas que la personne, sorte du coma ou non, que la personne continue à vivre ou décide de mourir, de toute façon, même pour son âme, si elle décide de mourir, pour accompagner cette âme vers l'au-delà, plus vous allez émettre d'ondes électromagnétiques d'amour, plus ça va l'aider. Donc venez voir la personne qui est dans le coma quelques minutes pour l'encourager, pour le stimuler, pour lui parler, pour lui donner de l'amour, pour lui-même dire s'il est depuis longtemps dans le coma, bah, pour lui dire: «Bah, voilà, si tu as envie de mourir, bah, pars, moi je suis prête» et en dehors de la chambre d'hôpital, allez soigner votre stress, allez prendre en charge vos émotions. Ne rajoutez pas des couches parce que ça aide pas. Et puis, bah, je dirais à ceux qui, sortent du coma, eh bien, faites de la relaxation. Toutes les méthodes sont bonnes pour pouvoir justement diminuer votre stress et éventuellement retrouver les souvenirs de l'au-delà, de votre expérience de mort imminente, de votre NDE, que ce soit la relaxation, la méditation. Moi, je prône et je vis la méditation chaque jour. C'est incroyable les bienfaits que ça fait. Et moi, en tout cas, ce qui m'a permis d'avoir la livraison, en tout cas, 2 très grosses livraisons, c'est l'hypnose et la méditation. Là, la majeure partie, la plus grosse partie de mes souvenirs sont arrivés, suite à 2 séances d'hypnose et plein de séances de méditation. Autrement, j'aurais certainement pas pu faire le récit écrit, tout ce que j'ai pu écrire, plus de 400 pages et encore j'ai fait du tri bien au-delà. Donc les souvenirs me reviennent en conscience puisque grâce à la méditation, eh bien, on transmute en fait toutes ces ondes électromagnétiques autour de stress, on les transmute en amour puisqu'on est en accès direct avec la conscience universelle, on est en accès direct avec son cœur, donc là, ben, boum, voilà, on on s'ouvre, on dégage quelque chose juste de lumineux, de divin qui nous remet en contact. Moi, c'est pour ça que je médite tous les jours, c'est que je me remets en contact avec l'au-delà, avec cette conscience universelle et on favorise en fait l'accès en fait. Et puis, bah, l'hypnose, ça permet aussi, bah, de passer en fait tous ces barrages, neuronaux, en tout cas psychologiques, psychosomatiques. Je suis pas psy, mais en tout cas, l'hypnose permet, voilà, de dépasser tous ces barrages-là et d'avoir un accès directement à la conscience. Donc voilà, tous les conseils que je pourrais donner à tous ceux qui sont autour, voilà, de personnel hospitalier ou en tout cas, à la famille et ensuite à celui qui a vécu une expérience de mort imminente. Voilà, tous ces conseils, j'espère qu'ils vous seront, utiles. J'en aurai peut-être d'autres à vous communiquer plus tard, mais en tout cas, sachez qu'un coma nous enseigne toujours quelque chose. Il n'y a pas de coma au hasard. C'est pas juste une fonction, en tout cas, c'est une fonction pour le corps de se restaurer, c'est sûr, mais, il y a vraiment d'autres dimensions dans le coma et ça nous enseigne, quelque chose et en tout cas, un coma nous rapproche de notre soi profond. Je pense que le coma a évidemment quelque chose de profond à nous enseigner. Merci de votre écoute et puis à très bientôt pour de prochains échanges. Bye bye.